Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Comme vous vous en doutiez un peu, je vais parler dans cette vidéo d'aujourd'hui des associations d'originaires. Il y a plusieurs événements qui m'ont mené vers ce sujet. L'un, c'est bien sûr un événement politique que vous connaissez tous et que je vais naturellement m'abstenir de commenter. Mais sinon, il y a un événement, je dirais à une échelle un peu plus locale chez moi, où un jeune en fait que je côtoie s'est retrouvé commettre en fait un acte, je dirais, délictueux et bien sûr lorsqu'il a fallu inculper naturellement la personne fautive et vraiment fautive puisque j'ai été témoin des actions, il y a une association immédiatement d'originaires qui se lève pour défendre cette personne-là, malgré ce qui a été commis. D'où ma question déjà tout de suite, c'est pourquoi en fait défendre l'indéfendable à Madagascar? Pourquoi défendre l'indéfendable? Pourquoi faire jouer les avocats du diable? C'est vraiment des questions qui se posent aujourd'hui. Au regard quand même du mal qui a été fait, pourquoi continuer à penser que l'on peut être forcément, je dirais, au-dessus de tout? Et donc, pour répondre à ça, j'ai plusieurs pistes, mais déjà, il faut tout de suite comprendre que plusieurs événements en fait, de la vie économique, de la vie nationale, amène les gens vers en fait un repli vers eux-mêmes. Ça amène les gens à un repli vers eux-mêmes, c'est-à-dire c'est un repli en fait, si vous voulez, un repli identitaire. C'est-à-dire que les gens ne se voient plus au travers d'une identité, je dirais, commune, d'une identité collective, d'une identité unique, mais les gens se voient au travers d'une identité restrictive, à travers la prévalence en fait des foucous, à travers la prévalence des communautés, à travers la prévalence des régions, la prévalence même des familles, si vous voulez. Et donc ça, c'est un problème vraiment réel qui se pose aujourd'hui à Madagascar. Et je dirais même que c'est un fléau. Ce n'est pas les associations d'originaires qui sont un fléau, c'est les manifestations en fait. Et on va y revenir tout à l'heure. Et donc, mais quoi qu'il en soit, dès lors qu'on parle d'identité, parce que je parlais tout à l'heure d'une identité unique qui doit être naturellement l'identité nationale, dès lors qu'on parle d'identité nationale, il faut que cette identité quelque part s'exprime, se manifeste. Et donc, à travers quoi en fait une identité nationale est censée se manifester? C'est à travers des symboles. J'aime beaucoup parler de symboles, j'en ai parlé lors de la dernière vidéo sur la République, là je reparle de nouveau donc des symboles, c'est à travers des symboles. Les armoiries de la République, l'hymne national, le drapeau malagasy, la carte d'identité nationale, quoi d'autre? Le biais, l'ariard. Tout ça, c'est des symboles en fait de l'identité nationale. Tout ça, c'est des symboles de l'identité nationale. Mais du coup, moi, j'ai une question en fait, et c'est pour ça que bon, à un moment donné, c'est toujours facile de blâmer les autres. Moi, je pose la question à moi-même, mais à vous également, ceux qui m'écoutez. Combien d'entre nous, finalement, à l'approche des fêtes, nous y sommes là actuellement, les festivités, par rapport à la fête de l'indépendance. Combien d'entre nous acceptions volontiers en fait de sortir le drapeau lors des fêtes nationales? Et quand je dis sortir le drapeau lors des fêtes nationales, je ne suis pas en train de dire que vous allez le hisser de façon machinale ou de façon mécanique, mais combien le font en fait dans un dessein, dans un esprit de manifester une identité? Combien le font de cette façon? C'est-à-dire que bon, je vais hisser le drapeau national, non pas parce que mon voisin le fait ou mes amis le font, ou les gens autour le font, mais je le fais parce que j'ai envie, à travers le fait de hisser le drapeau, de manifester mon identité nationale. Combien le font dans cet esprit? Ça, c'est une première chose. Une deuxième question, c'est, on a parlé tout à l'heure
d'hymne national, combien d'entre nous connaissons par cœur les 3 strophes de l'hymne national malagasy? Combien d'entre nous? Et quand je dis connaître par cœur, ça veut dire non pas que lorsqu'il y a des gens qui chantent, je suis capable de suivre, parce que ça tout le monde est capable, mais si on devait prendre un papier, je vous dis, écoutez, prenez un papier, accouchez là avec un stylo les 3 strophes de l'hymne national de Madagascar, serez vous-même capable de le faire? Donc déjà 2 petites questions pour se remettre justement en question. C'est important quand même de se remettre en question, comme ça l'approche est faite, c'est quelque chose de très important. Donc il faut qu'on revienne à ces questions de symboles-là. Mais de façon générale, il faut quand même savoir que, afin de promouvoir une identité, je dirais une identité nationale, il y a quand même une base tout à fait classique, je dirais, c'est que la promotion d'une identité nationale passe forcément par l'appropriation, en fait, si vous voulez, c'est une démarche volontariste, c'est une démarche personnelle, l'appropriation par chacun des individus qui composent la nation, de la notion même de nation. Il faut qu'il y ait une appropriation de cette notion de nation. Et quand je parle de la notion de nation, je suis dans l'acception, en fait, dans la définition française de la notion de nation, par opposition à la définition, je dirais, allemande, la définition française qui est quand même un certain nombre, un groupe de personnes qui sont issues d'horizons, de cultures différentes, j'imagine, mais qui manifestent en fait un vouloir vivre ensemble. Et c'est ça qui est important, qui manifestent un vouloir vivre ensemble. Et du coup, il est évident de se poser la question à Madagascar, et ça, je souhaite vraiment que vous mettiez en commentaire de cette vidéo. La première question pour laquelle je sollicite vos réponses, c'est: est-ce que Madagascar est une nation ou un pays? D'accord? Est-ce que Madagascar est un pays? Je suppose que oui, on est un pays. Ou Madagascar est plus que ça? Est-ce que Madagascar est aussi une nation? Voilà les questions que j'ai envie de poser aujourd'hui aux spécialistes. Ou si vous avez une quelconque réponse par rapport à ça, s'il vous plaît, mettez cela en commentaire. Est-ce que Madagascar est un pays ou une nation? Alors bien sûr, n'entrons pas dans les détails. Ouais, il y a des nations qui n'ont pas de pays, ça c'est vrai, comme les nations kurdes, etc. Mais de façon... Mais excusez, de façon générale, tout simplement, est-ce que Madagascar est tout simplement un pays ou Madagascar est également une nation? Voilà la première question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Alors, je poursuis. À partir du moment qu'on parle d'identité nationale, une identité, je disais tout à l'heure, ça s'exprime, mais il faut un moteur quelque part. Quelque chose qui nous incite à exprimer cette identité nationale. Et ce moteur-là, c'est quoi? C'est la fierté nationale. Du coup, je me pose une question. Aujourd'hui, au Madagascar, où se situe la fierté nationale? Où se situe la fierté nationale à Madagascar aujourd'hui? Si je pose cette question, c'est que je suppose déjà, de façon préalable, que la fierté nationale existe à Madagascar. Mais où est-ce qu'elle se situe et comment est-ce que cette fierté est valorisée à tous les niveaux de la société, à tous les niveaux de la République? Comment est-ce que cette fierté est valorisée? Je pose la question tout simplement parce que j'ai comme l'impression, et ça n'engage que moi bien sûr, j'ai comme l'impression que le gros en fait des fiertés qui sont valorisées aujourd'hui à Madagascar, c'est des fiertés qui reposent en fait sur la reconnaissance par les origines, par les communautés et même par les familles. La reconnaissance même par les familles. Quand on dit Terakrana, Taranakrana, Taranakrakuto, Terakrabe, quand on dit fils d'un tel, fils de tel, là on est sur de la fierté qui repose en fait
sur la reconnaissance familiale, etc. Et on se rend compte que c'est vraiment la fierté qui est aujourd'hui valorisée à Madagascar. Attention, je ne suis pas en train de dire à travers ça que les fiertés qui reposent sur les origines, les communautés ou les familles sont une mauvaise chose. Au contraire, c'est une très bonne chose. Mais c'est les manifestations, en fait, de ce genre de fierté qui, quelque part, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, ce sont ces manifestations de ce genre de fierté qui nuisent, en fait, je dirais, à un développement de portée plus grande, un développement de portée nationale. C'est ça qui pose problème aujourd'hui à Madagascar. Ce sont les manifestations. Donc, on voit très bien à travers ce que je viens de dire, ce qui se passe notamment en matière d'association d'originaires, où il y a une manifestation en fait d'une fierté, je dirais, d'origine restrictive, si vous voulez, d'origine restrictive. Mais donc, à partir de là, je poursuis un peu l'analyse. À partir de là, une fois qu'on se rend compte qu'on est quand même dans une logique comme ça de fierté, de culture alimentée par une fierté, mais une culture en tout cas d'origine, je dirais, restrictive, et non d'une culture nationale, la question qui se pose à présent, et c'est là que je sollicite de nouveau vos réponses, bien sûr. Donc, une deuxième question pour laquelle je sollicite vos réponses, c'est comment fonder, comment construire, comment ériger une identité nationale sur la base d'une identité restrictive. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut construire une identité nationale à partir d'une identité régionale, par exemple, une identité tribale, une identité restrictive? Comment est-ce qu'on peut faire cela? Et je sollicite l'avis, encore une fois, des anthropologues ou des sociologues en la matière, puisque ce sont les spécialistes. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais en tout cas, en posant la question, j'ai déjà un début de réponse, bien sûr. Le début de réponse, c'est à travers la culture. La culture peut être quelque chose qui va permettre, en fait, de fonder une identité nationale à travers, ou sur la base, si vous voulez, d'une identité restrictive. Pourquoi? Parce que la culture, c'est quand même si vous voulez, le véhicule vivant. La culture, c'est le véhicule vivant de toute identité nationale. Ça, c'est une vérité absolue. Et puis, on reste quand même dans une logique de développement, ça il faut savoir. On est toujours dans cette logique, dans toutes nos vidéos, quand même, dans une logique de développement économique, de développement du pays. Et la culture renforce également, la culture innerve également les moteurs de développement d'un pays. Ça, c'est reconnu également. Les OMD post-2015, c'est-à-dire les objectifs du millénaire pour le développement post-2015, ont consacré vraiment cette relation de cause à effet qu'il y a effectivement entre la culture et le développement durable. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, de comprendre que la culture peut être aussi un moteur de développement. Je ne vais pas aller dans les détails, mais en tout cas, voilà deux choses qui sont importantes à savoir en matière de culture. Et donc, la culture, c'est ce qui nous permet de le faire. Bien sûr, bien sûr. Comment est-ce que cette culture est valorisée aujourd'hui à Madagascar? Mais il faut savoir que on est quand même un pays très paradoxal à Madagascar. C'est pour ça que j'adore ce pays. Je suis vraiment... Enfin, c'est un pays vraiment à part entière. C'est le pays de tous les paradoxes, on va dire. Mais cette culture aujourd'hui, dans le privé, mais elle est hyper valorisée, cette culture. Elle est hyper valorisée. Lorsque vous regardez les slogans des entreprises, vous regardez les packaging des entreprises, vous vous rendez compte que finalement le Malagasy fait vendre aujourd'hui, le Vita Malagasy fait vendre, le Malagasy fait vendre. Comme si la culture malagasy
est un secteur à part entière et un secteur porteur également. Et il y a plein de gens qui se positionnent là-dessus. Mais si la culture reste dans le giron du privé, comme c'est le cas, bien sûr qu'on n'atteindra jamais cette optique, comme je le disais tout à l'heure, d'identité nationale. Donc il faut que vraiment l'État mette la culture au centre de ses préoccupations, que la culture fasse partie d'une stratégie vraiment de portée nationale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors bien sûr, je ne dis pas que l'État ne valorise pas la culture à Madagascar. Si, l'État le fait. Mais de quelle façon elle le fait? Il y a eu quelque chose qui était très intéressant dernièrement d'ailleurs, c'est la reconnaissance des artistes et les autres entités qui valorisent finalement la culture malagasy. Ça, c'est quelque chose que je salue. Je remercie le ministère d'avoir pensé à ce genre de choses, même si il y a eu quelques tumultes, bien sûr, au niveau de la forme. Mais en tout cas, c'est déjà une très bonne chose. C'est déjà une très bonne chose. Mais je disais tout à l'heure, la culture, quand même, il y a une chose qui est importante, c'est que la culture, on disait, c'est quelque chose qui va, on va dire, accélérer, qui va amorcer, qui va, je dirais, innerver le développement, certes, mais a contrario, il faut savoir que le manque de culture également, d'accord, le manque de culture peut expliquer aujourd'hui la faiblesse des moteurs du développement à Madagascar. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. D'accord? Et donc, le manque de culture également, le manque de préoccupation, je dirais, en matière de culture, peut expliquer également l'exposition en fait du pays, de Madagascar, à toutes sortes de conflits. Hein? On est exposé aujourd'hui à Madagascar à toutes sortes de conflits, que ce soit des conflits sociaux, des conflits politiques, des conflits générationnels, des conflits fonciers même, des conflits fonciers, ça existe tous les jours, les conflits fonciers à Madagascar, les Hadtan, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Hein? Donc ce qui est important à retenir, là, c'est vraiment l'idée que aujourd'hui, le problème d'identité, le manque, en fait, la faiblesse de l'identité nationale à Madagascar, qui explique la protubérance, j'utilise un terme médical là, mais la protubérance des associations d'originaires, peut s'expliquer par le fait qu'il n'existe pas une culture finalement qui transcende les origines, qui transcende les communautés, qui transcende les familles à Madagascar. Donc il faut trouver une façon de promouvoir une culture, de construire une culture nationale sur la base des cultures, je disais tout à l'heure, restrictives. Comment construire une identité nationale sur la base des identités restrictives. Voilà le défi, le challenge auquel on est confronté, je pense, si on a envie de changer des choses à Madagascar. Voilà. Pour terminer, je dirais que aujourd'hui le pays a besoin d'un lion, d'accord? Le pays a besoin d'un lion, c'est-à-dire d'un... Excusez, hein, il y a un petit dépassement. Le pays a besoin d'un liant, c'est-à-dire de quelque chose qui va lier, d'un ciment si vous voulez, hein, quelque chose qui va cimenter. Le pays a besoin d'un liant qui va s'assurer on va dire, de promouvoir l'amitié entre les tribus, d'accord? De promouvoir la solidarité du peuple. De promouvoir également, je dirais, l'amour, si vous voulez, pour la primauté de la nation. Et ce lion-là, c'est quoi? Ce lion-là, c'est l'identité, tout simplement. C'est l'identité nationale. Voilà. Et donc,
À partir du moment qu'on comprend tout ça, il faut qu'on commence à faire quelque chose. Vous qui m'écoutez, soyons 2, soyons 3, soyons 5, soyons 10, soyons 100, soyons 1000 et même plus, à penser à promouvoir cette identité nationale à travers notre façon de penser, nos gestes au quotidien, notre façon d'agir, nos comportements, nos attitudes. Essayons de promouvoir cette identité nationale parce que l'identité nationale, c'est quand même, je dirais, le socle, si vous voulez, ça va être vraiment le socle de notre nation. Donc voilà, je termine sur je dirais, cette petite recommandation. Je vous remercie et écoutez, j'espère que vous allez réagir à travers les commentaires par rapport à ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. J'entends bien que l'analyse n'est pas forcément complète et surtout que ce n'est pas un domaine pour lequel je me suis forcément spécialisé, mais en tout cas, je voulais parler un peu tâter un peu ce terrain-là parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment une protubérance, je le disais, parce que j'utilise ce terme médical, parce que une protubérance, c'est quoi? C'est une bosse finalement. Et lorsqu'il y a un mal, en fait, une maladie chez une personne, il y a souvent des protubérances, en fait. Donc, en fait, les associations d'originaires, je les vois aujourd'hui, dans la situation actuelle du pays, comme des protubérances, comme des maladies qu'il faut traiter à travers la promotion, en fait, d'une identité nationale. Il faut revigorer la fierté nationale et il faut améliorer une culture. La culture nationale. Et donc, le défi, je le disais tout à l'heure, c'est à travers des identités restrictives, comment on peut construire une identité, je dirais, nationale. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à très bientôt.